We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. That was definitely an e-ticket. Roger, 0G, and I feel fine. I feel the liftoff. The clock has started. Bonjour à tous et bienvenue sur Touchdown, le podcast aérospatial, épisode 5, et un épisode qui ne sera pas tourné parce que disons que ça a été un bordel technique ces derniers temps et que si vous êtes donc sur YouTube, vous n'avez pas d'image cette fois-ci. C'est des choses qui arrivent. Là, il y a un gros bordel technique en ce moment. Je vous explique pas, c'est trop long à expliquer, ça vous intéresserait pas de toute façon. Donc on sera en audio uniquement. Si vous êtes en train d'écouter depuis Spotify, Deezer ou je ne sais quoi, eh ben pour vous, ça ne change rien. Donc on va tout de suite avancer dans le podcast, même si ce ne sera pas forcément un très long cette fois-ci. On va d'abord, comme d'habitude, faire un retour sur la dernière vidéo. La dernière vidéo étant celle sur Lyon-Bron. Alors, c'est une vidéo qui a plutôt plu. C'est-à-dire que, grosso modo, les réactions étaient plutôt positives pour les passionnés d'aviation. Et ceux qui n'étaient pas passionnés d'aviation n'ont pas tout à fait compris le message, dans le sens où ils n'ont pas forcément trouvé que c'était très important de garder du patrimoine aéronautique, puisque c'était que du patrimoine industriel et des bâtiments, et que au final, c'était pas forcément important. Je ne juge pas, hein, ils ont tout à fait le droit d'avoir cette opinion. Moi, je peux avoir des fois ces opinions pour d'autres trucs historiques. Donc non, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour juger. Mais globalement, en tout cas, tout le monde était plutôt d'accord sur le fait que oui, il faut préserver le patrimoine aéronautique, que ce soit les avions ou les bâtiments qui les ont hébergés. Pas tous, évidemment, bien sûr, mais en tout cas ceux qui ont pu compter dans l'histoire. Évidemment, je le rappelle, Lyon-Bron, ce n'était qu'un cas d'école, dans le sens où, évidemment, il y a des aéroports bien plus historiques qui ont pris bien plus cher dans l'histoire. Mais Lyon-Bron, c'était non seulement quelque chose de proche pour moi, dans le sens où j'ai grandi à Bron, mais aussi le fait que, tout simplement, j'ai constaté avec les années, en fait, la transformation de l'aéroport. Alors, on a eu une semi-réponse, on va dire une semi-réponse de Lyon Aéroport sur le sujet, puisque une personne de la communication est venue sur la vidéo pour commenter, comme quoi j'aurais dû les approcher pour en parler, ils auraient été ravis de discuter de la question avec moi. Chose étrange, sachant que j'avais jamais reçu de réponse positive de leur part pour des demandes de tournage dans les dernières années où j'ai fait les demandes. Donc très étonnant de leur part, on verra. En tout cas, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez faire un droit de réponse, mettez un commentaire avec votre droit de réponse et il n'y a pas de souci, je l'épinglerai à la vue de tout le monde, il n'y a pas de problème, on est transparent là-dessus. Toujours, de toute façon, quand il y a quelqu'un qui me dit je veux un droit de réponse, je le mets en commentaire et on l'épingle. En général, je le fais, il y a pas de problème. Puis, on a eu d'autres petites news ces derniers temps, notamment avec AIBT. Donc, c'est la société d'Airbus qui utilisait les Beluga ST, les anciens Beluga, qui n'étaient plus utilisés pour la firme Airbus, mais qui allaient être reconvertis pour de l'usage privé. Un peu comme les Antonov, au final. Du transport, par exemple, vous avez besoin de transporter plusieurs voitures pour un événement, je sais pas, des Formule 1, par exemple, d'un endroit à un Grand Prix. Et vous pouvez louer ces Beluga ST qui transportent votre matériel d'un point A à un point B dans le monde. Il se trouve que cette société a vraiment été effective à partir de, on va dire, la mi-2024. Et étrangement, Airbus vient d'annoncer que c'était fini. Déjà, parce que voilà, ils mettent la clé sous la porte. AIBT, c'est terminé. Alors, moi, ça me soulève deux questions. C'est pourquoi on arrête une entreprise aussi rapidement? Est-ce qu'à ce point, ils se sont rendus compte de leur erreur, s'il y en a une? Parce que moi, enfin, ça me surprend vraiment, en fait, que aussi vite, ils se disent: «Ah non, non, en fait, non, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de marché» ou je sais pas. Enfin, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais c'est vraiment très étrange, en fait, qu'ils mettent fin à IBT aussi rapidement. Et la deuxième question, qu'il faut légitimement se poser, c'est: que vont devenir les Beluga ST? Alors, j'ai prévu de contacter Airbus à ce sujet. Donc, peut-être que dans le prochain podcast, je vous donnerai la réponse d'Airbus. Mais c'est une question qui se pose légitimement parce que les Beluga ST, ce sont des pièces d'histoire. On en revient au premier sujet de ce podcast. Ce sont des pièces d'histoire.
Il n'y en a que 5 de mémoire dans le monde, des belugas, et ils ont transporté des choses absolument historiques, que ce soit des modules de la Station spatiale internationale, des sondes qui sont parties dans l'espace, en tout cas pour le spatial, et dans l'aviation, bien sûr, la plupart des pièces de tous les Airbus qui volent aujourd'hui dans le monde. Donc c'est extrêmement important de conserver ce patrimoine, puisque comme les Concorde, il n'y a pas vraiment d'équivalent aux Beluga ST, à part les Beluga XL évidemment. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et je me dis, et j'espère de tout mon cœur, sincèrement, qu'ils vont les garder, ces Beluga ST. Pas qu'ils vont les garder forcément chez Airbus, mais qu'ils vont peut-être au moins, s'ils ne les utilisent plus, les céder à, par exemple, des musées ou des aéroports. Moi, je refais ce parallèle avec le Concorde, en fait. Il n'y a aucun Concorde qui a été détruit, à part l'accident de Gonesse, évidemment. Tous les autres Concorde ont terminé soit dans des musées, soit dans des aéroports. On a un Concorde, par exemple, qui est à Charles de Gaulle, 2 Concorde au musée du Bureau-Jet, un autre à Toulouse, il y en a un à Washington, un à New York. Alors, bon, je ne vais pas faire toute la liste. Mais c'est important, en fait, de conserver ces belugas. Il n'y en a que 5. Donc, ils pourraient très bien, par exemple, en céder un à Aeroscopia à Toulouse, en céder un à, je ne sais pas, au musée du Bourget à Paris, et puis d'autres un peu partout en Europe, là, sur les lieux importants d'Airbus, par exemple, comme Filton en Angleterre, ou Hambourg, Brême, peu importe. Donc, je vais poser les questions à Airbus. Je vais contacter Airbus, je vais leur poser les questions. Et bien sûr, c'est pas parce que j'ai fait des sponsors avec Airbus que je ne vais pas me retenir de militer vraiment pour que ces Beluga ST ne soient pas découpés en morceaux. Comptez sur moi là-dessus, c'est quelque chose que je prends particulièrement à cœur. Bref, on est passé un peu sur les actualités. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec le sujet principal de ce podcast, Trump, la NASA et le reste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump est arrivé au pouvoir donc il y a maintenant une semaine ou deux, et que depuis, c'est le bordel. Et c'est le bordel un peu partout, sur plein de sujets, évidemment. On ne va pas tous les lister, on n'est pas là pour parler de ça. On est sur un podcast aérospatial, donc restons aérospatial. En l'occurrence, on est sur un problème concernant la NASA. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la NASA, parce que c'est important pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un nouveau président arrive, quand il y a un changement de président important, imaginons par exemple Obama termine son mandat et c'est Trump qui arrive, l'administrateur de la NASA, qui a été nommé du coup par l'administration Obama, eh bien l'administrateur de la NASA va remettre sa démission en attendant que l'administrateur qui sera nommé par le prochain président prenne effet, prenne ses valises et prenne le pouvoir de la NASA. Donc en attendant, il y a une sorte de transition. Pour assurer cette transition, en général, c'est l'administrateur adjoint de la NASA qui prend automatiquement le relais. Donc, en ce qui nous concerne, normalement, et la NASA s'y attendait aussi, on avait Bill Nelson, administrateur de la NASA sous Joe Biden. Bill Nelson, membre du Congrès et astronaute aussi. J'avais fait une vidéo qui parlait de son cas. Donc, lui a remis sa démission. Et donc, en attendant l'arrivée de Jared Isaacman, qui a été annoncé par Trump, eh bien, il devait y avoir cette transition par l'adjoint de Bill Nelson, qui était Jim Free. Tout le monde pensait que ça allait se faire parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Et normalement, Jim Free était automatiquement, dès la démission de Bill Nelson, il était automatiquement le nouvel administrateur par intérim de la NASA. Tout le monde y croyait au point que la NASA elle-même, quand vous alliez sur son site après la démission de Bill Nelson, eh bien, il y avait marqué « Administrateur par intérim, Jim Free ». Sauf que la NASA, en quelques heures, a changé ce qu'il y avait sur son site. Pourquoi ? Parce que l'administration Trump a nommé une administratrice par intérim. Chose qui ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'ils ont forcé pour qu'il n'y ait en fait aucune transition et qu'eux-mêmes placent la personne qu'ils veulent en intérim en attendant la nomination de Jared Isaacman. L'administratrice en question devient donc la première femme à la tête de la NASA, c'est important pour la suite. Elle s'appelle Janet Petro et elle a été, entre autres, directrice du Kennedy Space Center en Floride. Donc pas quelqu'un qui est inconnu de la NASA, vraiment quelqu'un qui connaît bien l'administration et qui jouissait d'ailleurs d'une excellente réputation à la NASA. Donc là, déjà, on a eu la première stupeur à la NASA parmi les employés, parmi toute l'agence, parmi les journalistes spatiaux. Tout le monde était stupéfait, en fait, que Jim Free ne soit pas administrateur par intérim et que ce soit Janet Petro. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est tant mieux, première femme à la tête de la NASA, c'est super cool. Oui, ça aurait dû être super cool. Sauf que Donald Trump a, dans les premières heures de son mandat, signé plein de directives, parmi lesquelles
la suppression de bureaux DEIA partout dans le gouvernement américain. Alors, DEIA, c'est la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité. Donc, en gros, c'est la division de l'égalité des chances dans l'emploi gouvernemental. Ce qui veut dire que si vous êtes, par exemple, employé du FBI, vous avez reçu dans les jours qui ont suivi un courrier disant que si vous travaillez dans le secteur DEIA du FBI, eh bien, vous arrêtez vos activités et vous êtes viré ou réassigné. Mais c'est terminé. On arrête d'essayer de faire une sorte d'égalité des chances, que ce soit pour les femmes, les personnes de couleur, les handicapés, peu importe. Désormais, ça, c'est terminé. Il n'y a plus cette initiative du tout. Forcément, la NASA n'y a pas coupé. Les employés de la NASA ont reçu un email que je vais vous lire en partie. Ça ne sert à rien que je le lise à fond, parce que sinon, c'est des phrases, quoi, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt. Je vous ai gardé vraiment le plus important. Je cite « Nous prenons des mesures pour fermer tous les bureaux DEIA de l'agence et mettre fin à tous les contrats liés à la DEIA, conformément au décret exécutif du président Trump intitulé « Mettre fin au programme DEI », qui sont radicaux et inutiles. Ces programmes ont divisé les Américains par race, gaspillé l'argent des contribuables et abouti à une discrimination honteuse. Nous sommes conscients des efforts de certains dans le gouvernement pour dissimuler ces programmes en utilisant un langage codé ou imprécis. Ça, ce qu'ils sont en train de dire dans ce mail, c'est, en gros, il y en a parmi vous qui voudraient peut-être résister et essayer de changer un peu le nom au lieu de DEIA, changer un peu le truc, pour que, au final, ce ne soit pas supprimé. Ils ajoutent « Si vous êtes au courant d'un changement dans la description d'un contrat ou dans la description d'un poste depuis le 5 novembre 2024, donc les élections de Trump, visant à obscurcir le lien entre le contrat et la DEIA ou des idéologies similaires, retenez bien les idéologies similaires, veuillez signaler tous les faits et circonstances à, et ils donnent un email, dans les 10 jours. Ils ajoutent qu'il n'y aura aucune conséquence négative pour ceux qui feront des signalements de ces informations, c'est-à-dire que si tu caftes comme quoi John, il a quand même gardé une espèce d'enveloppe allouée pour l'égalité des chances, où il est quand même dans l'optique d'avoir une politique d'égalité des chances, et ben si tu caftes, il n'y aura pas de problème. Par contre, je cite, « Ne pas signaler ces informations dans les 10 jours pourrait entraîner des conséquences défavorables. » C'est-à-dire qu'en gros, si tu sais mais que tu caftes pas, eh ben, tu peux avoir des sanctions. Cet email est signé de Janet Petro, donc l'administratrice par intérim de la NASA. Janet Petro a aussi ajouté dans d'autres déclarations et d'autres emails aux employés qu'il tentait d'identifier toutes les subventions et tous les accords de coopération que les équipes pourraient avoir avec le DEIA. Donc en gros, il n'y a pas $1 qui doit aller dans ce genre d'initiative, mais également que tout le télétravail est entièrement supprimé, ce qui est extrêmement problématique si, au hasard, tu es handicapé moteur et que tu es au pays de la voiture, en Floride. Tu vas avoir quelques problèmes pour te rendre au travail tous les jours, alors que le télétravail était vraiment une excellente solution. Donc voilà, on voit clairement que Janet Petro obéit aux ordres de Trump, des ordres qui sont quand même extrêmement discriminants, sous prétexte que l'antidiscrimination fait de la discrimination. Donc là, c'est quand même particulièrement grave. Mais ce qui est beaucoup plus cocasse, c'est que Janet Petro déclarait lors d'une interview sur le site ENR en 2021, à l'époque où elle était directrice du Kennedy Space Center, je cite « À la NASA et au Kennedy Space Center, notre engagement envers la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité est essentiel pour le succès de nos missions. L'ensemble de l'équipe dirigeante de la NASA soutient pleinement cet engagement. » Elle ajoutait, et ça, vous allez voir, c'est incroyable, « Depuis le début de ma carrière professionnelle, j'ai souvent fait partie d'une minorité au sein des organisations auxquelles j'ai appartenu. Je me suis souvent retrouvé soit la seule femme, soit l'une des rares. Il n'y avait pas beaucoup de minorités non plus. J'ai également quelqu'un de ma famille en situation de handicap, ce qui me rend très consciente de l'impact que peuvent avoir les limitations physiques sur les opportunités d'une personne. Je suis donc profondément engagé à promouvoir des opportunités de croissance pour tous. » Profondément engagé. Une grande partie de cela consiste à garantir un environnement où chacun se sent inclus, a une voix et se sent en sécurité pour exprimer ses opinions. J'ai encadré de nombreuses personnes issues des minorités tout au long de mon parcours professionnel et en tant que directrice, je m'engage à diriger le Kennedy Space Center pour qu'il soit un environnement diversifié et inclusif où tout le monde peut s'épanouir. Est-ce que vous ne voyez pas un contraste
entre ce discours de 2021 et les décisions de Trump qu'elle a appliquées sans rechigner en 2025. Moi, oui, en tout cas, c'est sûr. Et en tant qu'administratrice en intérim, en attendant la prise de pouvoir d'Isaac Mann, c'est donc bon à noter que c'est à la fois la première femme à diriger la NASA et en même temps, sa première décision, c'est de mettre fin au dispositif de lutte contre la discrimination, notamment de genre. C'est particulièrement cocasse. Alors, comme dirait Defecator, vous allez me dire « Oui, mais en fait, elle n'a pas le choix, elle est administratrice par intérim, on lui demande de faire ça au plus haut niveau, elle est bien obligée de le faire. » Non. Non. Parce que, en fait, contrairement à Jim Free, qui était catapulté administrateur en intérim à la démission de Bill Nelson, là, c'est différent. C'est pas un catapultage directement à la tête de la NASA. Là, c'est Trump qui lui a dit « Viens, tu prends la direction par intérim de la NASA », et elle a dit « Oui ». Deuxième chose, même si elle n'était pas au courant avant qu'elle arrive administratrice en intérim de la NASA et qu'on lui dit « Il faut que tu appliques ça », elle a toujours le choix. Je suis désolé, c'est une personne humaine. Elle a plein de d'autres choix de carrière, vu ce qu'elle a fait déjà dans le passé. C'est quelqu'un d'absolument intelligent, de compétent, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle a tout à fait le droit de dire « Non, non, monsieur Trump, je suis désolé, je n'appliquerai pas ça. Et s'il faut que je quitte mon poste, je quitterai mon poste, mais je tiens à ce genre de politique-là. Il n'y a pas de souci, j'irai voir ailleurs, je ferai d'autres choses ailleurs, j'irai dans le privé ou peu importe. Mais non, je ne ferai pas ça. » Elle avait 1000 fois le choix de refuser le poste, puis par la suite de refuser de faire ça. Donc, je suis désolé, je n'ai pas de circonstances atténuantes pour ça. Je condamne personnellement et j'ai pas de circonstances atténuantes à lui mettre en face, quoi. Je suis désolé. Et puis, je vous impose pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi sur le fait que ces systèmes DEIA sont importants. Pour vous, ça se trouve, c'est pas important, les systèmes DEIA. Et il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais reconnaissez quand même que c'est un peu cocasse en 2021 de dire qu'elle-même, elle a été touchée et elle a dû galérer en tant que femme, et qu'en 2025, elle nous dise « Ah non, mais en fait, l'égalité des chances, c'est quelque chose qui fait de la discrimination de race, etc. » et du coup, qui impacte les gens négativement. Encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, mais reconnaissez que c'est quand même un poil cocasse. C'est quand même un poil contradictoire. Après, bon, peut-être qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis au final. Donc, en tout cas, ça annonce la couleur, sans mauvais jeu de mots, de ce qui va se passer à la NASA dans les prochaines semaines, les prochains mois, puisque Isaac Mann va complètement suivre la ligne directrice de Trump. Il s'y est engagé, là, il n'y a pas de souci. Donc, déjà là, avec l'intérim, Isaac Mann n'est même pas encore à la tête de la NASA, que les employés de la NASA, c'est le bordel. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Il y a des gens au Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie, qui ont perdu leur maison. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens du Jet Propulsion Laboratory de la NASA qui ont perdu leur maison ces dernières semaines à cause des incendies, qui ont notamment très sévèrement touché Altadena, qui est une ville juste à côté de Pasadena, juste à côté du JPL. Et donc, ils ont perdu leur maison. La moitié de la ville a été écrasée sous les flammes, donc ils ont perdu leur maison. Et là, avec cette directive, il y en a plusieurs qui vont perdre leur emploi. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, ils ont perdu leur maison et leur emploi. Et au pays des États-Unis, où on sait que les assurances, c'est pas ça, surtout en cas de sinistre en Californie relatif aux incendies, croyez-moi que c'est pas sur la famille de Johnny Hallyday que je suis en train de pleurer vis-à-vis des incendies. Parce que c'est pas eux qui vont vraiment galérer à se reconstruire une vie derrière. Donc voilà, comme je le dis assez souvent depuis quelques jours, j'ai mal à ma NASA. Je connais des gens à la NASA avec qui j'en ai discuté et qui sont vraiment inquiets, si ce n'est révoltés, par ce qui se passe, y compris des femmes. Et ça annonce vraiment la couleur de ce que pourraient être les 4 prochaines années pour cette belle agence qui, je le rappelle, a été la première à s'ouvrir à l'inclusion de femmes et de personnes de couleur dans les systèmes gouvernementaux américains. Et au passage, parce que tant que je vous tiens, sachez que Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui n'était pas du tout obligé, c'est pas une agence gouvernementale, il n'était pas du tout obligé d'appliquer la même politique que Trump, a quand même décidé d'appliquer la même politique que Trump
et a terminé les programmes d'égalité des chances chez Amazon. Peut-être que, en fait, au final, Amazon, en fait, c'était peut-être trop bien, en fait, de travailler là-bas. Peut-être que les conditions de travail étaient vraiment, 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 vraiment giga trop bien et qu'ils se sont dit, ouais, non, faut peut-être que les employés, ils en chient un peu, hein. Bref, sur cette note pas forcément positive, comme d'habitude, eh ben, on va parler maintenant des prochaines vidéos. Alors, les prochaines vidéos, je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir. Mais en tout cas, je les ai toutes tournées en même temps et je viens de les tourner toutes en même temps. C'est pour ça aussi que je ne peux pas me filmer sur ce podcast. Alors, il y aura une vidéo sur les Canadair, mais les machines, hein, pas la partie opérationnelle en France, hein, vraiment juste les machines, le CL215, CL215T et CL415. Donc ça, c'est la partie aéro. Et tout le reste sera spatial pour l'instant, parce qu'on a fait beaucoup d'aéro ces derniers temps. Donc je me suis dit, on va faire un peu plus de sujets spatiaux. On va parler de l'histoire du JPL, justement, du Jet Propulsion Laboratory. On va aussi parler de 3 missions en particulier du JPL sur une autre vidéo. Ce sera les missions Deep Space One, Stardust et Deep Impact. Et ça clôturera la playlist des comètes que j'avais commencé il y a déjà peut-être 2 ans, un truc comme ça. Et on aura aussi un Stardust ciné. Alors lui, je vais essayer de le sortir vers avril, je pense. Voilà. Mais je ne vais pas le sortir tout de suite. Stardust ciné, qui est déjà prêt, hein, qui est déjà monté et tout, sur un beau nanar, un beau film bien nanar, qu'on a bien rigolé à regarder sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez passer sur Twitch, Stardust Air Espace, pour suivre l'écriture et le montage des documentaires. Vous pouvez y participer en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch quand j'y suis. Et même juste de dire coucou. On est dans un environnement calme, on peut discuter, c'est trop cool. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà, donc prochain podcast, ce sera normalement après la prochaine vidéo, qui sera, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas, parmi la liste que je vous ai faite juste avant, JPL, Canadair ou sonde cométaire. Ce sera une des 3. En tout cas, on se retrouvera juste après en podcast, peut-être une semaine ou 2 après. Et on discutera peut-être d'autres actualités autour de la NASA. Je pense que ça va beaucoup parler NASA cette année. Alors, il y aura beaucoup de réactions à des décisions débiles qui vont être prises. J'ai pas de boule de cristal, mais ça sent vraiment pas bon actuellement là-bas. Et puis voilà, portez-vous bien, couvrez-vous, attention à la grippe, attention au verglas et portez-vous bien. Voilà. Ciao.